Ce qui est fou, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en soit pas encore, enfin, qu'on ait encore des politiques au niveau national et supranational ou des grands patrons qui pensent encore que la valeur d'un pays, c'est sa performance à long terme, quoi. Ils vont dire des choses comme ça, quoi. C'est comme si on disait que le but, c'est qu'on soit un pompier dans le feu 24 heures sur 24. Vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Et surtout quand tout brûle autour de nous. Les êtres vivants, le climat, la société, la pauvreté. Tout ça, c'est le burn-out planétaire. Donc c'est très étonnant pour moi que cette satire de la performance ne soit pas plus là dans les médias. Ça devrait être en journal, le journal de 20 heures, il devrait démarrer tous les 20 heures, ça devrait démarrer par « Ah bah voilà, la performance du jour, c'est ça quoi ». Si tu imagines une France robuste dans les décennies qui viennent, ça ressemble à quoi ? Alors une France, ouais. En fait, alors la France robuste, elle est déjà là. Hein. C'est ça qui est dingue. C'est qu'en fait, on a déjà basculé. La bascule de la performance à la robustesse, c'est pas une fiction lointaine. En fait, on a déjà basculé parce qu'on est déjà dans les fluctuations. Il faut juste regarder les populations qui sont déjà dans des fortes fluctuations. Donc, c'est clair que si on discute avec des membres du gouvernement ou de la Commission européenne ou des grands patrons des grandes boîtes françaises. Là, on est toujours dans la performance, hein, ça c'est très clair. Par contre, quand on discute avec des gens qui sont plus pauvres, des personnes qui sont dans des petits territoires où il y a eu des très grosses fluctuations, des petites entreprises qui ont subi des grosses turbulences économiques, ils ont déjà inventé des systèmes robustes. Et donc, ça ressemble à quoi ? C'est de l'agroécologie à tous les tournants, agroforesterie, comme je disais tout à l'heure. C'est du tout réparable partout. Mais le tout réparable, c'est déjà là, hein. Enfin, ça se développe beaucoup. C'est de l'économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on n'a plus l'économie propriétaire qui domine, c'est plutôt l'économie du partage qui domine. C'est des conventions citoyennes beaucoup plus, des approches participatives beaucoup plus. Et au niveau de la démocratie, c'est un État qui est toujours là, hein, parce qu'un État failli, ce n'est pas robuste. Hein. Il faut un État. Hein. Mais l'État change de posture. C'est plus un État meneur, c'est un État facilitateur. Et donc, en effet, les conventions citoyennes, les approches participatives, ça va se parler. Donc, en fait, mais c'est déjà là. Hein. Enfin, j'insiste, parce que souvent, quand on écoute les médias, on a un peu l'impression qu'au contraire, là, on va à fond dans le monde de l'ultra-performance toxique, hein, les Musk, les Poutine, les Netanyahu. En fait, ils sont déjà morts. Hein. Et ça ne marche plus, quoi. Il y a un sondage récemment là, qui a montré, qui demandait aux Français s'ils étaient prêts à avoir plus d'éoliennes dans leur environnement, ils voulaient plus qu'on accélère sur la transition écologique. C'est en général entre 3/4 et 90% des citoyens français qui demandent ça. La population française est prête. Elle vit dans des territoires où il y a déjà de la robustesse. Ils sont prêts, les Français, à basculer dans ce monde-là et vraiment à l'accueillir. C'est juste le discours médiatique dominant qui nous freine. Et l'État et l'Europe, là, qui sont plutôt des freins à la transition. Enfin, la loi du plomb et compagnie. L'agriculture industrielle, l'urbanisation, les métropoles, c'est aussi des choses qui sont plus fragiles. Du coup, si on suit ta logique, ça veut dire que on va retourner à une France plus rurale. Pas forcément. Alors, les villes vont être plus rurales. La ville du quart d'heure, c'est déjà une ville plus rurale. C'est-à-dire qu'en fait, on prend le modèle village et on l'importe en ville. Ce qui est un moment décolonial. Hein. C'est que les villes Parce que nous, on a plutôt un modèle urbain, même à la campagne. Voilà, exactement. C'est le Wi-Fi arrive partout. Quoi. Là, c'est l'inverse. C'est le modèle du village qui commence à rentrer en ville. Mais c'est aussi d'autres façons de penser les villes. Hein. Alors, je peux prendre l'exemple de Lyon qui est pratique pour ça, parce que Lyon, ça sera la ville la plus chaude de France. Enfin, c'est déjà quasiment la ville la plus chaude de France. Et c'est un pôle hein, vraiment de chaleur. Quoi. Donc, alors évidemment qu'on va repenser les logements complètement différemment, qu'on ne fera plus jamais des appartements à 2,50 m de hauteur, hein, enfin sous plafond. Il faudra mettre 2,80 m parce qu'il faudra brasser de l'air, hein, évidemment, que des appartements traversants. C'est plus possible d'avoir un appartement qui ne soit pas traversant, mais ça suffira pas. Et donc la métropole de Lyon a comme projet de faire un croissant d'agroforesterie dans l'Est lyonnais pour faire un climatiseur naturel. Et donc là, on voit bien l'échelle du changement qu'il faut imaginer. C'est-à-dire que l'air chaud qui vient de l'Est sera rafraîchi par de l'agroforesterie, et donc ça rendra la ville viable.
Si on ne fait pas ça, la ville ne sera pas viable. C'est là qu'on se rend compte que vraiment ça va changer énormément hein, dans les années à venir. Et donc plus tôt on y va, et plus joyeux ce sera, parce qu'en fait on avance quoi, ensemble. Et ça, c'est intéressant. On a dit tout à l'heure, la performance c'est caractérisée justement par la froideur. Il y a un thème qui est cher à Ivan Illich, qu'on a fait un livre, c'est la convivialité. La robustesse, c'est aussi des moments de convivialité, c'est renouer avec un monde plus convivial. Oui, j'aime bien citer les Petites Cantines, une association qui, en gros, c'est des citoyens qui viennent cuisiner ensemble et qui savent pas qui va venir, ils savent pas ce qu'ils vont cuisiner et en plus c'est à prix libre, ils savent pas combien ils vont payer. Donc il y a vraiment énormément d'incertitudes et en fait c'est une expérience de transformation parce que c'est l'incertitude qui fait société. C'est parce que justement on ne sait rien qu'on va découvrir d'autres personnes et surtout on va découvrir qu'on peut parler à d'autres personnes. Enfin, on en est là, hein, parce que dans ce monde froid de la performance, évidemment qu'on est tous dans des bunkers, hein, on ne parle plus à personne, etc. Là, on redécouvre qu'on est des êtres sociaux. Et ça, c'est très chaleureux et en effet, c'est convivial. Et les outils conviviaux d'Ivan Illich sont complètement alignés avec la robustesse. Hein. En fait, pour moi, c'est... Tu peux prendre des exemples ? Oui, bah alors dans les outils conviviaux, en fait, c'est des outils émancipateurs. Je vais prendre l'exemple du low-tech, c'est peut-être le plus simple. Quand on fait des objets réparables, ça veut dire qu'on donne la possibilité aux citoyens de réparer, de maintenir, de faire évoluer les outils dans leur territoire. Si on fait des objets très high-tech qui dépendent de semi-conducteurs taïwanais, c'est terminé. Ce ne sera pas possible de réparer, quoi. Donc ça c'est juste pour les outils, mais c'est pareil pour les semences, par exemple. Les semences paysannes, c'est des semences qu'on peut échanger entre voisins. Ça, c'est de l'autonomie territoriale, c'est un outil convivial. Je crois que c'est Timothée Parry qui parle de ça, qui parle d'économicisation des rapports sociaux. C'est-à-dire que, en gros, plus on devient riche, plus on finance des choses qui avant étaient de l'ordre de la solidarité. Par exemple, avoir une femme de ménage. Par exemple, le déménagement. Avant, on demandait à des amis de s'aider. Par exemple aussi, dans la société, la sécurité, de plus en plus, avance parce qu'il y avait des gens, donc on interpellait si jamais il y avait un problème. Aujourd'hui, c'est des caméras, etc. Plus on devient riche, c'est l'intuition que j'ai et qu'on peut tirer de ce que dit Timothée Parry, plus on vit dans des écosystèmes froids dont on parlait tout à l'heure. Oui, alors je vais citer Ivan Illich, hein, j'aime beaucoup citer cette citation d'Ivan Illich qui dit « La médecine est l'alibi d'une société pathogène ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, on va utiliser des anxiolytiques pour travailler encore plus longtemps et pouvoir bien profiter de son burn-out, quoi. Alors que si on écoute son corps, peut-être qu'on va s'arrêter de travailler avant. C'est un peu pareil avec le monde des ultra-riches, hein, ou des riches, qui vont pouvoir avoir une femme de ménage et qui vont se dire « mais tout va bien dans ce monde-là. En plus, je crée des emplois ». Donc, qu'est-ce qu'on me dit là, que ça va pas du tout, quoi. Alors, en fait, non, on est en train de désocialiser les gens, en fait, en remplaçant le lien social par une relation emploi-employeur, quoi, enfin, ou employé-employeur. Donc ça c'est très froid, en effet. Alors souvent, on me dit que c'est une critique, hein, d'ailleurs, qu'on me dit sur l'histoire de robustesse, c'est qu'on se dit oui, alors c'est bien gentil ta robustesse, mais une mère solo qui a 3 enfants. On va lui dire de faire de la coopération, enfin, c'est quand même compliqué, quoi, de faire de la robustesse, comment elle peut faire. Et en fait, c'est le risque, là, si je reprends Illich, hein, la médecine est l'alibi d'une société pathogène, c'est de dire on va faire une boîte privée qui va prendre soin des mamans solo pour qu'elles puissent continuer à travailler. Au lieu de se poser la question, de se dire, mais en fait, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se poser la question de créer les conditions dans lesquelles une maman solo n'est pas solo ? Donc il faut tout un village pour éduquer des enfants, par exemple. C'est ce qu'on dit en Afrique. Hein. Comment on crée ces conditions-là ? Ça, c'est de l'innovation sociale. Ce n'est pas du tout un nouveau modèle économique où on va rajouter encore des béquilles économiques, quoi. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Timothée Parry, là, oui. Tu dis souvent qu'on a un culte justement de la performance et qu'il faut la ringardiser. Comment on ringardise la performance parce que c'est vrai qu'on est biberonné à la performance. Comment on la ringardise ? Alors, elle se ringardise toute seule, hein, en ce moment. On est dans un tel délire de performance que ça craque de tous les côtés. C'est presque un spectacle journalier, j'ai envie de dire. Il y en a plein, hein. Enfin, j'ai cité NotPetya en ouverture, mais il y a le canal de Suez bloqué par un bateau. C'est mes exemples classiques, CrowdStrike en 2024, etc. En fait, ça craque de tous les côtés. Et ringardiser, tout ce qui suffit de faire, en fait, c'est de juste l'exposer.
l'observer. Ça se suffit en fait. Quand on voit Elon Musk faire un salut hitlérien pour célébrer la victoire de Trump, là on voit très bien l'alignement entre quelqu'un qui est obsédé par la performance, qui se voit comme déménageant sur Mars, donc une planète morte, froide, toujours pareil, grâce à ces fusées performantes là, et surtout qui fait une alliance directe avec le nazisme. C'est un choix, alors s'il n'est pas conscient, il est inconscient, mais c'est la même chose. Les nazis étaient des obsédés de la performance. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Johan Chapoutot, mais enfin, il suffit juste de lire les nazis, et on voit très bien qu'ils sont la bataille de la production. Oui. C'est vraiment c'est la canalisation. L'autoroute, qui est un peu leur invention finalement, c'est le modèle de la performance. Et donc, ils se ringardisent tout seuls. C'est que quand on fait un salut fusée, aérien... oui, la fusée. En fait, vraiment, tout est là. Et donc ces rapprochements, alors évidemment c'est un peu le point Godwin là, mais c'est assez facile de faire des liens comme ça. Mais en fait, ce qui est fou, moi ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en soit pas encore, qu'on ait encore des politiques au niveau national et supranational ou des grands patrons qui pensent encore que la valeur d'un pays, c'est sa performance à long terme, quoi. Ils vont dire des choses comme ça, quoi. C'est comme si on disait que le but, c'est qu'on soit un pompier dans le feu 24 heures sur 24. Vraiment, ça n'a absolument aucun sens. Et surtout quand tout brûle autour de nous. Les êtres vivants, le climat, la société, la pauvreté. On pourrait parler de Gaza, de la géopolitique. Tout ça, c'est le burn-out planétaire. Donc c'est très étonnant pour moi que cette satire de la performance ne soit pas plus là dans les médias. Ça devrait être le journal de 20h, il devrait démarrer tous les 20h, ça devrait démarrer par voilà, la performance du jour, c'est ça, quoi.